Up, bienvenue. Bienvenue à Gold Up, bienvenue à The Family, bienvenue chez vous. Donc ici, c'est votre maison pendant les 5 prochaines semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se voir tous les samedis pour le programme. Ça veut dire que vous pouvez venir travailler ici quand vous voulez, dans la semaine. On ouvre à 8 h, on ferme vers 19 h. D'accord? Il n'y a jamais de place garantie. En fait, ce n'est pas un coworking space. Ici, c'est un lieu où il y a beaucoup d'événements. Mais pendant la journée, c'est plutôt libre, les espaces ici, en haut. Donc, n'hésitez pas, en fait, à vous dire, dans ma journée, je vais venir me faire 4 heures poser à The Family. Je sais que je n'ai pas besoin d'être hyper concentrée dans mon travail. J'ai envie de faire tous mes emails, mais dans une ambiance où potentiellement je peux croiser des gens avec qui je peux discuter, business, etc. Donc vraiment, ici, c'est à la maison pendant les 5 prochaines semaines. Alors, celle qui habite à Londres ou au Maroc, I'm sorry. Bon, alors, avant de commencer, on va parler des choses importantes. Déjà, méga grand bravo à vous toutes d'avoir décidé de venir à Gold Up. Parce que vous avez décidé de parier sur vous, vous avez décidé de vous accompagner vous-même, vous avez décidé de vous prendre en main. Et j'imagine que vous espérez vraiment que de Gold Up, il y a un avant et un après, en fait. Donc pour ça, bravo à toutes. Et merci de faire ce pas-là, merci de faire ce pari, merci de prendre ce risque. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un petit programme bien serré, comme vous avez pu le voir. Donc, ça commence tous les jours. Le samedi, je vous donnerai rendez-vous à 9 h 30. Okay, 9 h 30, 10 h, c'est petit-déj. Petit-déj, c'est important. Alors là, je sais qu'on est tout un peu coincés parce qu'on ne se connaît pas et que c'est normal. On a appréhendé tout. Mais l'idée, c'est que 9 h 30, 10 h, on en profite pour rencontrer les Goldies, discuter avec celles qu'on n'a pas encore vues, prendre le temps vraiment de maximiser cet échange. Et c'est une demi-heure pour ça le matin. On s'est fait des games, on s'est fait des icebreakers, comme on dit. C'était hyper important de tout de suite, en fait, aller dans un rapport avec le moins de friction possible. Et qu'on apprenne à se connaître le plus rapidement possible. Voilà. Qu'on passe outre toutes les barrières, toute la pudeur qu'il peut y avoir et qui nous fait perdre du temps. Et voilà. Donc en fait, c'est trop con. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est à Gold Up, c'est sans chichi. Vous voyez, dans le style, on se marre, on est plein d'autodérision et d'humour, on force le trait. C'est paillettes, c'est guns, c'est fleurs, c'est tout ce que vous voulez. J'ai envie qu'on se sente à l'aise, en fait, et qu'on aille tout de suite à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer l'amitié, c'est pas ça, mais on va céder. Bon, ça, je vais vous en parler après. D'abord, le programme de la journée. Donc, je vais vous donner les clés, c'est hyper important, pour profiter, en fait, de Gold Up à fond. Okay, je vais vous donner, il y en a 10, c'est pas beaucoup, et il va falloir les appliquer. Parce que Gold Up, ça peut être un flop pour vous, comme ça peut être un moment transformatif. Tout dépend de est-ce que je m'engage et est-ce que vraiment je joue le jeu. Alors, on a vachement orienté Gold Up sur le e-commerce parce que je pense que c'est une bonne première marche pour l'entrepreneuriat. Après, on n'est pas du tout, enfin, il y a tout type de business qui viennent à Gold Up et ça marche aussi, quoi. D'accord. Le principe, c'est qu'on a un truc à vendre. On se donne 45 minutes là pour que vous ayez toutes les clés de Gold Up qui vont faire que Gold Up va vraiment vous servir. Okay. D'abord, je vous ai dit merci, je vous ai dit bravo, mais je ne vous ai pas raconté la big picture. Qu'est-ce que c'est que The Family et pourquoi on a créé Gold Up? Okay. Donc, avec 2 associés, Oussama et Nicolas Collin, il y a 6 ans, on s'est dit, il faut accompagner les jeunes entrepreneurs. Alors, jeunes, ça ne veut pas dire au sens de l'âge jeune, mais les jeunes boîtes. Il faut les accompagner parce que l'environnement en France, il est toxique. On a vraiment choisi ce mot, on savait pourquoi on l'utilisait. Ça veut dire quoi, toxique? Ça veut dire qu'en fait,
T'es voué à mourir si tu restes dans l'environnement pas protégé. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui encourage à la prise de risque, à l'entrepreneuriat, à l'optimisme dont on a besoin quand on démarre, au client qui dit oui ou non, mais au moins qui répond, au partenaire qui est accessible, etc. Et en fait, sur chaque maillon qui va t'aider à monter ta boîte, il y a énormément de barrières. Et donc, on s'est dit, il faut créer un milieu protégé qui s'appellera The Family, et dans lequel on va vraiment faciliter la vie de tous les entrepreneurs qui ont envie de monter une start-up ambitieuse. Donc on était à fond sur l'ambition. Là, c'est le démarrage de The Family. Et The Family, c'est vraiment une maison, une famille, une communauté pour les entrepreneurs. Le business model, il est hyper simple. On prend 5% dans chacune des boîtes qu'on accompagne. On fait rentrer 100 nouvelles startups par an. Et on leur dit qu'on va leur apporter de l'éducation, des outils et l'accès au capital. Ça, c'est le discours derrière, ce qu'ils veulent bien comprendre, mais à quoi vous allez me servir pour ceux qui demandent. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart savent déjà, puisqu'on crée énormément de contenu. On fait beaucoup d'éducation, en fait, qui est gratuite, qui se passe souvent ici, à Londres ou à Berlin. On filme et on met sur YouTube. Donc les gens suivent, s'accoutument, comprennent un peu le langage entrepreneurial tel que nous, on le promeut, comprennent les valeurs aussi. Ils candidatent à The Family et on travaille ensemble pendant plusieurs mois. Et au bout de ces quelques mois, on décide ou pas de se marier. Donc, en fait, on ne peut plus, je veux dire, le chemin est transparent, quoi. Et d'ailleurs, c'est réciproque. C'est soit on s'aime pas, mais en disant qu'on se pose la question aussi, nous, en tant qu'équipe, est-ce qu'on a envie de travailler avec cet entrepreneur, okay? Et pour faciliter cet accompagnement, on a quand même mis des process en place, parce que 100 startups par an, c'est énorme. Donc, tous les 2 mois, on partait avec 20 startups, 3 jours, dans un château à 2 heures de Paris, histoire de faire connaissance et de commencer tout de suite, dans le dur, à travailler ensemble. Et il y a un an, pendant un de ces week-ends, eh ben, il y avait 0 meuf. Et on le savait qu'il y avait très peu de nanas dans l'entrepreneuriat numérique, mais là, c'était une catastrophe, parce que c'était on ne peut plus déprimant en termes d'ambiance. On se retrouvait... Et donc, on s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, je suis passée un peu par toutes les phases. Je me suis dit, comment ça se fait quand toi, tu es une CEO, tu es la présidente de cette structure quand même, qu'est-ce qui fait que les filles n'aient pas envie de candidater à The Family? Bon, OK, il y a moins de start-up femmes, mais quand même, les rares qui pourraient ne le font pas. Et donc, j'ai un peu mené mon enquête. J'ai pas mal interviewé des femmes entrepreneurs dans d'autres pays, des femmes investisseurs. Et en fait, personne ne m'a apporté vraiment de réponse. Parce que moi, je pouvais un peu regarder dans mon histoire personnelle, mais je me suis jamais vraiment définie d'abord comme étant une femme. Je le suis, mais ce n'est pas la première chose. Je pense que la première chose par laquelle je me définissais, c'était plutôt... je me retrouvais comme un outsider, on va dire ça comme ça. J'avais l'impression qu'à chaque fois, je ne fitais pas, donc il fallait que je crée ma propre voie. Et en fait, ça m'a aidé, je pense, à assumer d'entreprendre, plus qu'être une femme ou être un homme. Enfin, voilà, je ne me suis jamais définie a priori comme ça. Et donc là, cette question a devenu prioritaire, et moi, je ne trouvais pas les réponses en moi. Et les femmes que j'interviewais, elles n'avaient pas non plus de réponse à m'apporter, puisque toutes elles avaient assumé finalement de monter leur boîte. Jusqu'à ce que je tombe sur une journaliste qui était très intéressante, une sociologue anglaise, qui me dit, mais en fait, Alice, c'est normal que tu n'aies pas de nana qui candidate à The Family, parce qu'à The Family, vous affichez de prime abord l'ambition. C'est vraiment le truc qu'on ressent. Alors, ok, vous êtes fous, c'est drôle, il y a des chats, il y a des paillettes, on se demande, il y a un style un peu loufoque, du coup, qui donne la permission d'être qui on est quelque part, mais vous, quand même, c'est très autoritaire, cette ambition. C'est vraiment autoritaire, ambition, t'es sûr? Mais pourquoi? Mais attends, mais ambition, mais c'est trop cool. Ambition, ouais, je suis ambitieuse, tu vois, j'assume. Et en fait, elle me dit, non, mais tu sais, on a le même rapport à l'ambition que, par exemple, il y a ce paradoxe quand les gens te disent, ah, je défends les femmes, mais je ne suis pas féministe. Bah,
Ah, si, t'es féministe en fait, c'est évident que t'es féministe. Et en fait, les gens ont encore du mal à assumer d'être féministes, de la même manière qu'ils ont encore du mal à assumer que c'est cool de se vouloir du bien et de vouloir progresser et de vouloir être ambitieux. Sauf que, si tu regardes bien la définition de l'ambition, je me suis rendu compte que j'avais une définition à l'anglo-saxonne dans ma tête, qui était hyper positive, optimiste, il faut vouloir le mieux pour soi, etc. Et quand tu lis la définition de l'ambition en France, dans le Larousse, c'est vouloir s'approprier le pouvoir, l'argent, les titres, les honneurs. Donc évidemment, ce que tu as en écho, c'est les dents longues qui rayent le parquet, et puis forcément au détriment des autres en fait. Je vais réussir en écrasant les autres. C'est ça qu'on entend dans la définition en français. Donc quand je tombe sur cette définition, je me dis, ok, je comprends qu'on ait plus de mal en fait à assumer l'ambition, et c'est vrai que The Family ne s'est pas posé cette question-là et qu'on est à fond ambition, ambition, ambition. Alors, je le reste et je le garde, cette ambition, mais je comprends qu'en fait, il y a encore un écho qui est troublant dans ce mot-là. Et donc, en comprenant ça, et en parallèle, en réalisant qu'à chaque fois que je fais des dîners de meufs, à chaque fois que je réunis des meufs, il se passe un truc libérateur. Il se passe un truc, pour moi, hein, c'est très égoïste, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin de m'entourer de femmes entrepreneurs pour me sentir bien. Et d'ailleurs, mes week-ends, mes soirées, tout mon temps libre, il n'y a pas de mecs. Non, c'est vrai, ce qui me nourrit, c'est vraiment d'être entourée de femmes. Alors, c'est pas bon pour la vie perso, mais en tout cas, moi, c'est ce dont j'ai besoin. Et donc, j'ai un peu relié ces deux choses-là, et c'est comme ça qu'on a accouché de Gold Up, en se disant, on va faire un programme dédié aux femmes, on va faire un programme qui n'empiète pas sur le temps de la semaine, parce qu'on n'a peut-être pas forcément tout de suite déjà sauté le cap, quoi. Et on ne va pas afficher de prime abord l'ambition, mais l'ambition, elle est là. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le fait qu'on part avec, on va se le dire, 1000 km de retard par rapport au mec. Et il ne s'agit pas de... On n'est pas du tout dans un truc, Gold Up, ce n'est pas la guerre contre les mecs, pas du tout. Simplement, c'est reconnaître, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il se passe ce truc magique quand on est entre meufs, c'est qu'on a accumulé un manque d'expérience, micro-expérience, des toutes petites choses qui font qu'on est beaucoup plus mis en difficulté que eux dans n'importe quelle situation. Et alors attention, on n'est pas dans le pathos, on ne fait pas de la victime, voilà, il y a pas de, c'est pas victimaire, Gold Up, pas du tout. C'est juste qu'en ayant conscience de ça, en l'assumant entre nous, on va pouvoir rattraper le truc. Mais juste un exemple, un dîner avec des femmes entrepreneurs, le niveau de sincérité, l'ouverture, le partage des problèmes, il est réparateur. Dès que tu mets un mec entrepreneur à ce dîner, il n'est pas dans les mêmes problématiques, il ne va pas se poser les mêmes questions et il va tout de suite afficher une forme de confiance, parce qu'il s'apparente à de la confiance en fait, qui fait que ça set the tone, ça met la barre à un certain niveau, et donc tout le monde veut être à ce niveau-là, et donc les bouches se ferment. Et donc on parle d'autre chose. Alors on est carrément capable de s'adapter à ce niveau-là, et on joue le jeu très bien, puisqu'on a été habitué à ça, mais du coup on ne prend pas en compte tout ce dont nous, on aurait bien aimé parler, parce qu'il y a plein d'autres choses qui nous turlupinent et dont on ne parle pas. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas besoin des mecs, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'est pas capable de s'adapter à leur niveau quand ils le mettent. Simplement, on a des choses dont on va parler ici et qui vont nous permettre d'avancer ensuite 10 fois plus vite. Voilà. OK ? Les meufs, n'hésitez pas à m'interrompre si je dis des choses qui ne sont pas claires, ou si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des... D'accord ? Bon, donc voilà pourquoi Gold Up. Okay, donc j'avais envie de démarrer une session dans un endroit où on n'était pas connu, on n'avait pas d'écosystème ou quoi. Donc on a commencé une première session de Gold Up à Berlin, qui s'est vachement bien passée. Et en fait, tout de suite après, j'ai eu envie de la démarrer à Paris. Donc il y a 50 nanas en juillet qui ont fait Gold Up ici. Et c'était mon meilleur moment. Le samedi, c'était vraiment le moment ressourçant.
même si je travaillais toute la semaine, le samedi, c'était vraiment une bulle d'énergie, quoi. Et je pense que vous allez le ressentir et que vous allez le vivre aussi, cette bulle d'énergie. Et ça s'est super bien passé. Donc, c'était 50 nanas. Tu avais à peu près un mix entre des femmes qui avaient des idées, des femmes qui n'avaient pas d'idées. Parmi celles qui avaient des idées, qui avaient déjà un business, certaines qui avaient des clients, certaines qui avaient des envies de vendre des produits en ligne, d'autres qui étaient plutôt dans le service. Donc, vraiment, c'était hyper varié. Et alors, le but de Gold Up, que ce soit clair, moi je ne fais pas Gold Up avec pour objectif de faire que je recrute des femmes pour The Family. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de faire qu'il y ait des business qui marchent. Je n'ai pas plus d'ambition, c'est-à-dire que je ne vais pas vous orienter à rentrer vers The Family. Il se trouve qu'il y en a 2 qui sont rentrés à The Family. Super. Mais en fait, pour moi, c'est quand même 2 choses différentes. C'est-à-dire que ici, je veux que vous appreniez à monter un business, que vous soyez profitable. The Family, on veut tuer Google. Voilà. Globalement, voilà. C'est pas une histoire de ambition, pas ambition. C'est une histoire de connaître ses valeurs, de savoir le style de vie qu'on veut avoir et de savoir vraiment où on veut aller et quel style d'entrepreneur on veut être. D'accord ? Donc, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas de rentrer à The Family. Un objectif non plus, ce n'est pas de parler de levée de fonds ou de plateformes extrêmement technologiques. D'accord ? Ça ne va pas être des sujets ici. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez indépendante et que vous puissiez faire de l'argent. D'accord ? Si vous voulez parler de levée de fonds, il n'y a pas de problème. Il y a tout l'écosystème qui peut vous aider. Il y a plein de gens que je pourrais vous conseiller. Okay ? Mais pour moi, ce n'est pas le premier objectif. Après, Jade, elle a levé des fonds. Kazidomi, elle va lever des fonds. Enfin, Emna. Donc, ce n'est pas un sujet tabou du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas vous emmener vers ce sujet-là. Gold Up, c'est, comme l'a dit Mélanie, donc 5 samedis. Ici, vous venez quand vous voulez la semaine. C'est également la Pitch Night. La Pitch Night. Il y a un enjeu. On n'est pas dans un concours ou dans un tournoi, les meufs, hein, d'accord ? Mais en fait, quand même, il y a ce truc-là qui est cool, ok ? Qui est un moment de pitch on stage. C'est les 6 qui auront grave la niaque, ok ? Et ça ne veut pas dire que dans les 50 autres, il y aura pas, enfin dans les 44 autres, il n'y aura pas des super business et qu'il n'y aura pas des business qu'on continue d'aider, d'accord ? Et d'ailleurs, la fille qui est rentrée dans The Family n'a pas pitché sur scène. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, est-ce qu'on pense que ce pitch devant des gens filmés va pouvoir l'aider à passer à l'étape d'après, en fait. Plutôt dans ce sens-là qu'on réfléchit. Voilà. Donc, la Pitch Night, c'est un grand moment. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ici vendredi dernier. Ouais, cool. Bon, grosse ambiance. Bon pitch sur scène. Vraiment, les filles, elles ont... Moi, je trouvais qu'elles avaient cartonné. C'était d'un niveau meilleur que ce que j'ai l'habitude de voir pendant les Pitch Don't Kill My Vibe, qui sont un événement de pitch qu'on fait ici. Et vraiment. Et je pense que c'était meilleur parce que les filles étaient à l'aise, parce que ici, elles étaient à la maison déjà, elles s'étaient approprié le lieu, elles avaient leurs fans qui étaient toute la communauté des Goldies, elles avaient ramené leurs potes, on avait pris le temps de préparer le truc et elles savaient que c'était dans leur intérêt en fait. Elles n'étaient pas sur le grill. Donc elles ont pris du plaisir et elles ont joué le jeu aussi de ne pas faire du fake, de ne pas faire... de ne pas prétendre d'être quelqu'un d'autre et de partir de leurs histoires à elles, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper en fait. On ne peut pas se tromper quand on est soi-même puisque on devient authentique et ça se ressent tout de suite en fait. Ok les meufs. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Gold Up? Est-ce que c'est clair? Le programme il est clair? Ok, vas-y. Donc là je vais vous donner les keys. Ok, la clé numéro 1. Personne n'a confiance en soi. Ouais, vas-y. Excuse-moi, on a accès à tout ça ou faut... Ouais, non, t'inquiète. On prend des notes. Tout sera sur The Intranet. The New Intranet.
On a bien geeké. Non, c'est Mélanie qui a découvert comment faire un site avec Google, ultra simple. Et en fait, c'est des Google Docs qu'on intègre et ça fait comme si c'était un site web. Enfin, c'est fabuleux. Donc vous allez retrouver tout ça avec les notes de synthèse en plus, enfin, l'écriture et tout. Donc pas besoin de prendre de notes, les filles. Si vous voulez, moi j'aime bien de temps en temps noter des trucs pour me souvenir. Chacun sa méthode pour imprimer, pour fixer. Ok, donc personne n'a confiance en soi. Alors, là, juste, intégrez celle-là, s'il vous plaît. Personne n'a confiance en soi. Vraiment. Et ce qui est marrant, en fait, c'est de se rendre compte à quel point les gens qui affichent, a priori, une hyper confiance, on a tendance à les détester. On a tendance à leur en vouloir, à se dire, il se la pète, c'est insupportable, mais comment il peut être autant en confiance, etc. Alors qu'on devrait avoir de la compassion. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir confiance ou donner l'impression qu'on a confiance, c'est avoir pris conscience qu'on avait des failles. C'est avoir pris conscience de sa sensibilité, c'est avoir pris conscience de sa vulnérabilité, et c'est n'avoir pas eu d'autre choix que de se créer des béquilles, par survie, par nécessité, des armures, pour pouvoir être aux autres, être au monde, et avoir juste de jouer dans le jeu social, qui se joue tout le temps, que ce soit ici, que ce soit dans la rue, que ce soit chez la boulangère, dans le métro. Il y a toujours un enjeu social, le regard de l'autre, etc., qui est posé sur soi. Et donc, en fait, j'avais tendance à être comme ça, à en vouloir à notamment quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, qui était mon frère. J'ai un grand frère qui est une bombe atomique. Mais franchement, une bombe atomique, les filles. Je vous dis, on se faisait arrêter dans la rue pour des castings. Les invités à la maison, à chaque fois, c'était « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Victor !» Les filles qui faisaient amis avec moi, qui tapaient l'amitié juste pour en fait être pote avec mon frère. Donc j'avais vraiment un frère beau gosse. Et il est toujours beau gosse. Et non. Avocat pénaliste en plus. Donc vraiment, j'avais ce frère beau gosse qui en plus était dans une aisance sociale et dans une capacité à faire des blagues en permanence et à se faire plein de potes et tout, etc. Et donc j'étais le challenger, quoi. J'étais la petite sœur avec l'appareil dentaire, les cheveux frisés pas assumés à l'époque, donc ils se les lissaient à moitié parce que je savais pas trop m'y prendre, donc ça faisait un truc comme ça. Donc voilà, j'étais mal. Et vraiment, mais ça m'a grave aidée, en fait. Ça m'a grave aidée parce que j'ai très vite pris conscience que j'étais pas à ce niveau d'aisance-là. Et en fait, être consciente de ces manques m'a fait travailler. Et donc m'a fait essayer de trouver des subterfuges. Et donc m'a fait essayer de créer, et finalement tu essayes, mais tu les crées. Tu crées des masques, tu crées des costumes, tu crées des béquilles. Alors ça peut paraître superficiel, parce que tout ça finalement, c'est pas toi, c'est des choses que tu présentes, mais c'est des choses qui t'aident à être toi. C'est des choses simplement qui aident à créer la relation avec l'autre, c'est des choses qui t'aident à ne pas te sentir totalement à poil et à nu avec l'autre. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que la confiance, c'est un truc qu'on n'a pas, que personne n'a à la base, et qu'il va falloir être en fait presque en compassion avec soi-même et reconnaître toutes ces failles qu'on peut avoir et aller les assumer, les aimer et finalement se prendre par la main pour s'aider à expérimenter des choses, expérimenter des masques, expérimenter des costumes. Et en fait, vraiment à Gold Up, je vais vous encourager à avoir une attitude, un comportement. Et je ne vous parle pas d'état d'esprit là. Je ne vous parle pas de changeons de mindset. Ça, c'est intellectuel, c'est théorique. Moi, je vous parle d'expérience. Je vous parle d'expérimenter différents masques, différents costumes et de vous amuser avec. D'accord? Donc, personne n'a confiance dans cette salle. J'étais la dernière à avoir confiance. Et même si là, vous croyez, parce que je prends la parole, etc., que j'ai l'habitude des machins et trucs, pas du tout, vraiment. Et cette phrase-là, joue-la comme Venus Williams, prétendre et visualiser, pour la petite histoire, c'est Veuve Clicquot.
qui m'envoie un email. Donc, Veuve Clicquot, il y a genre, c'était en juillet, ils m'ont donné un prix de la femme entrepreneur Clémentine, la Clémentine. Ils valorisent les femmes entrepreneurs, vu que Veuve Clicquot, en fait, c'est un champagne qui a été créé par une femme, exactement. Qui est devenue, voilà, en fait, elle est devenue veuve, elle a hérité d'un champagne, elle en a fait Veuve Clicquot. Voilà. En plus, à une époque où, franchement, il n'y avait vraiment pas de meuf entrepreneur. Voilà, donc, vraiment, chapeau l'artiste. Et donc, du coup, ils décernent des prix à des femmes entrepreneurs, etc. Bon. Et ce qui est vachement bien avec ce concours, c'est que, en fait, ils te font kiffer. Ils te placent, ils te mettent sur scène, ils t'invitent. J'étais au Napoléon, qui est un événement avec tout le gratin des médias dans le sud de la France. Voilà. Et donc, ils te mettent bien, quoi. Il y a Chanty Biscuit aussi qui a gagné ce prix. Et vraiment, voilà, il sert à quelque chose parce qu'il te met en connexion avec des milieux auxquels tu n'as pas forcément accès au départ. Et ils me disent, on va faire la journée de la femme digitale à Nice, tu vas être sur scène, pas de slide, en mode TED Talk. Ok, démerde-toi. Et tu passes après Venus Williams. Donc, il me dit ça, et en fait, à ce moment-là, concours de circonstances, il se trouve que émotionnellement, je suis au fond de ma cave, personnelle, vraiment. Pour plein d'histoires, voilà, ça va pas dans ma life. Et je me dis, bon, c'est pas grave, il va falloir que je fasse preuve de confiance. Et en plus, le sujet, c'est l'ambition féminine, l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, faut pas que tu aies l'air d'être au fond de ta cave émotionnelle. Ça ne va pas le faire du tout. Et en fait, donc j'étais tellement stressée que j'ai hyper préparé le truc, hyper structuré. Parce que voilà, moi, je suis pas de l'improvisation où en mode j'arrive, les mains dans les poches. Non, enfin, ça n'existe pas, quoi. J'ai répété le truc, je l'ai bien peaufiné, je vois l'enchaînement des idées, il y a une structure. Et je quitte à prendre mes notes sur scène parce que je me sens un peu vulnérable, je m'en fous, je les prends et je les poserai, mais j'ai besoin de mes notes, quoi. C'est pas grave. Donc, voilà. Et en fait, je suis vraiment au max du stress parce que je vois une salle remplie, magnifique, qui font les choses bien, des petits fours à gogo, du champagne évidemment, plein de patrons de grandes boîtes, etc. Et en plus, tout ça, c'était mené par la journaliste de... comment tu dis ? Ouais, voilà. T'étais là ? J'étais sûre, c'est aussi. Ah oui, bien sûr. Cette fameuse question, donc je sais très bien ce que tu vas dire, mais c'est très marrant parce que moi, j'ai pas du tout ressenti ça. T'as pas ressenti ma gêne ? Pas du tout. Tu as été un des meilleurs pitchs que j'ai entendu. Mais moi, j'étais en post-accouchement. Ouais. J'avais accouché 2 semaines avant. Putain, 2 semaines. Tu vois l'hormone qui... J'étais bien, mais j'étais folle. Wow. Mais merci, parce que tu as posé la question en or. Elle a posé la question à Venus Williams, comment tu fais avant un combat, en fait, avant d'affronter. Et elle a partagé, donc Venus Williams, genre la force et la douceur en même temps, puissante. Aussi, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et hyper nature et tout, qui te dit, écoute, avant un match, il y a 2 choses qui se passent. 1, je visualise ma victoire. Donc j'anticipe, je regarde le match et je me vois en train de lui mettre sa raclée. Je lance le revers qui tue et je le vois tomber. Et je le vois tomber. Mais donc quand je le vois tomber, c'est je le vis tomber. J'expérimente cette sensation que ça fait en moi de le voir tomber. Et donc, c'est comme un rêve parfois. Quand vous faites un rêve, vous avez la sensation de l'avoir vécu. Ça s'est vraiment passé. Vous en voulez à votre mère d'avoir tué votre frère. Quand vous la voyez le lendemain, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu visualises que ça te donne une espèce de sensation d'avoir déjà vécu. Du coup, quand ça va se passer vraiment, tu seras un peu à l'aise. Tu ne seras pas surprise. Bah, c'est normal. Je l'ai visualisé, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'elle a dit, qui était hyper intéressante, c'était... merde. Voilà. Prétendre. Voilà, évidemment. Prétendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis toute schlag à l'intérieur. C'est de la marmelade. Il n'y a rien qui est en place. Là, j'y vais, mais franchement, je suis en mode cafard tremblotant. Mais je mets le cadre et j'y vais. Il y a un truc comme ça dans la prise de risque de je saute et on verra quoi.
On verra. Donc, il y a un truc de je vais jouer comme si attitude, comportement. Genre, j'endosse un costume qui n'est pas moi, mais c'est pas grave. J'y vais avec ce costume. Et on va voir s'il me va bien. Il peut être un peu trop grand, je peux être mal à l'aise dedans, mais c'est pas grave. J'assume de le mettre. Donc, il y a cette prétention. Il y a cette idée de je vais endosser ce costume. Donc, les filles, juste, première règle, personne n'a confiance en soi. D'accord ? Ce que je vais vous demander à Gold Up, c'est d'adopter une attitude et un comportement qui prétend que vous avez confiance. On va jouer comme ça. Et évidemment, ça marche s'il y a de l'humour là-dedans, s'il y a de l'autodérision, si on ne se prend pas trop au sérieux. D'accord ? Mais expérimentez ça, de vous dire, attends, on est bien, je suis en confiance. Et c'est pas grave si vous êtes mal à l'aise dans ce costume, parce que ce que je vous demande, c'est ce terrain de jeu qui est là. C'est le moment, en fait, de tenter des trucs, d'essayer, d'avoir l'air d'être en confiance. OK ? Parce qu'on va soutenir là-dedans, et que plus vous expérimentez ici cette confiance, plus elle paraîtra naturelle, en fait, en société, quoi. OK ? Voilà, donc ça c'est vraiment la toute première règle, c'est celle-là. C'est personne n'a confiance en soi, joue-la comme Venus Williams. Rule number 2. Alors, tu manqueras toujours d'informations. Toujours. Tu n'auras jamais l'ensemble de toutes les infos nécessaires pour ton business. La seule chose que je vais te demander de faire ici à Gold Up, c'est d'aller checker, c'est de passer à l'action, c'est de tester. D'accord ? Moi, je suis super fan de tout ce qui est, comment dire, positive mindset, etc. Je suis super fan de demande à l'univers, tu verras l'univers t'envers. Non, mais j'aime. Franchement, ça me parle. Par contre, ça ne remplace pas un truc qui est le passage à l'action. D'accord ? Il n'y a que ça qui compte. Je vois trop souvent des nanas qui arrivent avec genre 6 mois de travail et de réflexion dans leur chambre, hyper préparées, qui sont au courant de toute la concurrence, qui connaissent les chiffres du marché par cœur, qui connaissent les moindres moves des concurrents, vraiment qui ont une info mais énorme, mais qui n'ont pas démarré le moindre truc. Et ça, c'est le syndrome première de classe. Donc, l'entrepreneuriat, les meufs, c'est pas première de classe. Vraiment. Là, je vais vous demander de faire appel à votre côté un peu rebelle. Un peu je m'en fous. Tu sais quoi, tu m'as donné un conseil, ok, je vais voir par moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de prétendre de faire une école de l'entrepreneuriat parce que par définition, en fait, l'entrepreneuriat, c'est de la rébellion. C'est on s'en fout, je veux voir par moi-même. Il n'y a rien de mieux que votre expérience à vous qui va sur le terrain et qui teste. On aura beau vous donner les meilleurs conseils du monde, il faut que ça passe à travers votre expérience, votre expérimentation. Écoutez, ressentez, faites. Faites et c'est le plus important. D'accord ? Je suis vachement déçue parce qu'il y a une femme entrepreneur que j'ai... en fait, ne soyez pas des premières de classe, les filles. Je vous encourage à vous rebeller, à avoir un esprit malin et à tenter des trucs et à ne faire confiance qu'à votre propre expérience. D'accord ? Donc tous les conseils qu'on va vous donner, vous testez. C'est ça que je vous encourage à faire. La façon dont on a, en fait, à sa famille, de juger, entre guillemets, un entrepreneur, elle est très difficile a priori sur le papier. Très difficile. De dire, voilà, oui, il y a une adéquation entre son expérience, ses compétences et le marché qu'il veut attaquer. Ah oui, c'est hyper impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Il a prototypé cette solution. Il y a déjà des centaines de milliers de gens qui ont laissé leur email. OK, ça, c'est sur le papier. Mais en vrai, ce qui nous permet de savoir si un entrepreneur va progresser ou pas, s'il va avoir une courbe d'apprentissage ou pas, c'est est-ce qu'il transforme ? Est-ce qu'on a eu besoin d'un rendez-vous pour que derrière, tout de suite, en fait, il s'approprie, il teste par lui-même et il revienne avec masse de taf à nous faire faire. Globalement, on est 30 personnes à disposition pour les entrepreneurs. Donc, s'il est entrepreneur, il est malin, il va nous utiliser, et il va nous squeezer pour en obtenir le maximum. Voilà. Les filles, je vous demande d'être comme ça.
pas faire les bonnes élèves, gentils, qui n'osent pas poser des questions. Non, non. Je vous ai dit, vous étiez à la maison, demandez-moi plus. Regardez la perle qui monte, elle ne s'est pas dérangée. Donc, elle fait son atelier pour les filles qui veulent apprendre à coder. Et voilà, moi je veux que vous rentriez dans cet état d'esprit qui est, je m'approprie le truc et je vais plus loin et j'arrête de demander la permission, quoi. Je ne suis pas une première de classe, je veux tester, je veux passer à l'action et je m'approprie les choses. Ici, n'ayez pas peur. Regardez, je manque de tact, mais maximum. Je me permets des choses, j'utilise les mots qui ne vont pas. Voilà. On est dans cette ambiance-là. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Vous n'allez vexer personne. Ouais. Est-ce que ce phénomène qu'on a de la classe, de par ton expérience, tu l'as remarqué plus chez les femmes que chez les hommes? Ouais. Ah mais oui, parce qu'elles arrivent avec des piles de dossiers, j'ai fait toutes les recherches du monde, etc. Alors que le mec n'a rien fait, qu'il se la raconte, qu'il a un pitch incroyable, qu'il vend magnifique, mais sauf qu'on a envie de le suivre lui, au final. Parce que tu te dis, l'entrepreneur, c'est aussi du leadership, il va falloir embarquer des gens, il va falloir convaincre des gens de venir travailler avec toi. Donc en fait, c'est une qualité d'être un peu fanfaron. Plus que d'être rassuré, en fait. Est-ce que tu parles aussi du fait que les femmes ont plus d'assurance que l'homme et qu'ils n'osent pas justement, on va dire, bah, si je fais ça, genre, je vais être trop, ou est-ce que c'est alors que les hommes, moi c'est ce que je ressens même dans le cadre professionnel, en fait, ils ont plus tendance à pousser que nous, genre, on n'ose pas. Est-ce qu'on est légitime à ça, en fait, c'est ça? Eh bien voilà les filles, on n'est pas légitime. Personne n'est légitime. En fait. Et ce n'est pas plus vous ramasserez d'informations, plus vous serez légitime. C'est plus vous ramasserez d'expérience et plus vous serez légitime. De la même manière que je vous ai dit, personne n'a confiance, personne n'est légitime. Alors, assumez qu'on vous prenne pour une illégitime. Il n'y a pas de problème. Je suis illégitime. Et alors, en fait, je suis là. Tu vois, est-ce que je te pose un problème d'être là? Ah, ça te pose un problème? C'est pas grave. Ça glisse, en fait. Vraiment, le truc de, je vois très bien de quoi tu parles, l'illégitimité, la peur de déranger, c'est vrai, on est illégitime et on dérange, en fait, forcément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu arrives à en rire, si tu sais que derrière, la cause pour laquelle tu l'es, elle est au-dessus de toi, en fait. Elle est plus importante que toi. Elle vaut le coup de s'afficher, en fait. Elle vaut le coup de se ridiculiser. Elle vaut le coup de passer pour quelqu'un qui s'en fout des autres ou qui manque de tact ou de je sais pas quoi. Parce que l'enjeu, c'est pas ma petite personne. Il est là le truc, je pense, une des clés pour nous aider, en fait, à dépasser ce regard des autres pesant, c'est qu'il ne s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit de ce projet. Et dès que vous décorrélez le truc et que vous défusionnez avec le projet, les filles, c'est hyper important ça, hein, de ne pas faire un truc fusionnel, égotripique avec votre projet. Parce que c'est l'idée du siècle, c'est mon bébé, je vais en accoucher, ne me le critiquez pas. Non, vraiment, on va sortir une idée. C'est pas nous, c'est une idée, c'est un projet, c'est extérieur, ok ? Et c'est vraiment un objet qui peut changer, d'accord? Mais il ne faut pas fusionner avec. Un artiste, un bon artiste, il te dira que ce qui lui permet de progresser dans ses créations, c'est la diffusion. C'est paradoxal parce qu'il y a forcément un moment de fusion au départ dans la création. Forcément un moment où tu sors quelque chose d'absolument toi, mais il faut très vite le sortir pour être capable de prendre du feedback, pour être capable de voir comment les autres réagissent autour, tu vois, et pour le faire grandir en fait. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on passe 6 mois à faire des recherches. Parce qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de le lâcher. De le critiquer. On n'a pas, voilà. Parce qu'on est dans cette fusion, parce qu'on va avoir tendance à prendre la critique pour ce projet pour soi. Et donc, le mec qui ne se sent pas illégitime, etc., ce qu'on peut lui reconnaître dans sa cavalerie, là, dans sa fougue et dans sa façon de faire les choses, ok, il peut nous donner le sentiment d'être écrasant,
à certains moments, mais en attendant, il a un truc beaucoup moins narcissique, chelou, creepy, qui est que... non mais, je la pousse, je caricature, ok? Mais qui est que il prendra pas mal si tu lui dis la critique de ce projet, enfin tu vois, il s'en fout en fait, ça lui passe au-dessus, parce qu'il y a un détachement, il n'y a pas une fusion entre ce qu'il veut faire et qui il est. Ça lui passe au-dessus, alors que nous, on va le prendre pour nous. Peu importe qu'on nous dise qu'on est légitime, peu importe qu'on nous dise qu'on dérange, peu importe, parce qu'en fait, ça fait partie du game. Et en fait, il ne faut pas le prendre perso parce que ce n'est pas nous, c'est le projet. Il n'y a qu'en créant cette distance qu'on arrivera à faire qu'on le prendra plus facilement, quoi. Et pas peur d'être illégitime. Clé numéro 3, renverse tes défauts. Grâce à eux, tu deviens inimitable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que tout ce qui va faire la particularité de votre projet, ça vient d'endroits que vous n'assumez pas en fait, et dont vous avez honte. C'est ça qui est très drôle. C'est chelou. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout projet qu'on propose, et ce n'est pas l'idée en soi, mais c'est la manière dont on le présente, c'est le ton qu'on emploie, c'est les images qu'on va aller chercher pour illustrer, c'est les gens avec qui on va s'associer, c'est les premiers clients qu'on va aller voir. Tous ces choix-là, en fait, ils émanent quelque part de qui on est. Okay? Mais qui on est, ce n'est pas juste la partie positive. En fait, c'est réciproque avec la négative. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on ne soit pas à Gold Up, là je vous ai dit on met le masque, on met le costume, comportement, attitude, on se la joue, on a confiance, on essaie au moins. On essaie. Oui, mais quand même, on ne cache pas, ici on est dans un endroit suffisamment safe entre nous pour assumer complètement ces grandes failles, pour assumer ces défauts, pour assumer là où, chez nous, le bas blesse. On a tout du mal à assumer totalement qui l'on est. Et c'est toujours surprenant, en fait, d'avoir le double regard, parce que le regard de l'autre ne voit pas ce que toi tu perçois de toi à l'intérieur. Il y avait sur scène, à la Gold Up Night, Aurélie Cavin, qui présentait Beauté Clean. Aurélie, elle était pétrifiée, morte de trouille, à l'idée qu'on pense qu'elle est... alors, elle m'avait dit, non, mais moi, j'aimerais tellement être comme toi, Alice, 35 ans célibataire Paris. Je dis, mais, enfin... ouais, tu veux un chat et payer trop cher ton appart. Enfin, elle parce qu'elle avait 3 enfants et qu'elle habitait en banlieue. Et elle avait honte de ça. Non, je dis, je comprends pas, en fait. Et c'est justement ce qui rendait son pitch intéressant à cette nana. C'était... cette femme, maman, qui a une carrière incroyable dans la cosmétique, qui n'en peut plus et qui décide de lancer sa plateforme de cosmétiques bio, vraiment où tu sais qu'il n'y a pas de merde à l'intérieur. Mais c'est parce que son parcours, c'est parce qu'elle a eu cette expérience de maman, c'est parce que ça rendait son projet encore plus intéressant et qu'on avait envie de l'écouter en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous considérez en plus comme des failles, parce que moi je vous ai dit les failles on va les assumer, etc., mais ce que vous considérez comme des failles, c'est ce qui va donner du relief, c'est ce qui va donner de la consistance, et ce qui va rendre votre personnage intéressant. Au départ, quand vous avez une boîte, vous n'avez rien d'autre que vous. Tout le reste, c'est du wishful thinking, quoi. J'ai un projet etc. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est vous. Et c'est est-ce que, en vous écoutant, vous nous donnez l'envie de vous suivre et l'envie d'y croire. Et qu'est-ce que vous avez pour vous? Qui vous êtes. Et qui vous êtes avec toutes ces catégories, labels, etc. Mais donc, assumons absolument tout ce qu'on transporte quoi, avec nous. Et ça, en fait, on vient le déposer, ce qui est trop lourd, on s'en débarrasse, mais on garde quand même ce qui nous caractérise et on va s'amuser à le magnifier. On va s'amuser à l'utiliser, on ne va pas le cacher, on va l'utiliser pour en faire de la matière pour le projet, en fait. Parce que c'est vous la porteuse de projet. Donc, toutes les petites choses qu'on a du mal à assumer, on va s'aider à en faire des trucs dont on est fier, en fait. D'accord? C'est ça l'idée de renverse tes défauts, ce que toi tu analyses comme des défauts en plus, qui n'en sont pas.
parce que tu deviendras inimitable. Ok, alors, hyper important les filles, Gold Up ça marche, si et seulement si, on est en mode on ne se juge pas. C'est dur, hein. On va en parler. On s'écoute. Et quand on donne son avis, c'est le petit jeu que je vous ai fait faire, on parle de son expérience. Mais son expérience au sens de ce qu'on a pu faire par le passé, qui fait écho avec ce que l'autre raconte, mais aussi son expérience intérieure, ses sensations. Tiens, je sais pas, j'entends que, tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça, j'ai ressenti ça. Voilà, c'est ça que je veux. Et ça, c'est vraiment c'est hyper important, en fait, de recevoir ce miroir feedback, ce feedback en miroir, en fait. Donnons-le nous. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas juger? Je suis fille de juge. Donc oui, j'ai vachement ressenti le poids d'avoir une daronne qui juge, quoi. C'est dire qu'il y a quelque chose de moraliste, en fait. C'est dire qu'il y a quelqu'un qui décide bien ou mal, globalement. Voilà. Il y a quelque chose qui catégorise et qui dit droite ou gauche. Et donc, quand on écoute une Goldie qui parle, qui raconte son histoire, qui pitch son projet, etc., mettez-vous en mode tous les signaux qui vont s'allumer dans votre tête, qui sont là. On ne va pas se mentir. Et en fait, c'est très intéressant ces signaux à écouter. Vous faites des liens. Ah ben, je sais pas, celle-là, elle me rappelle ma tante, ou ah c'est marrant, elle a l'air très apprêtée. On a forcément des trucs qui viennent là. On a un nuage de hashtags hein, quand on écoute quelqu'un. Et vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'on range cette personne dans cette catégorie, mais cette personne nous rappelle plein de gens. Ah, ce qu'elle vient de me dire, ah, elle s'écoute parler. Est-ce que vraiment elle est. C'est pas intéressant ce qu'elle dit. Est-ce que c'est intéressant? Bref, écoutez tout ça en fait. Tout ça, c'est là, d'accord? Et en fait, ça fait partie des outils qui nous permettent de juger, d'un côté, mais ça, je vous demanderai de ne pas le faire, ou qui nous permettent d'être à l'écoute, en fait. Et on ne va pas s'empêcher d'avoir des références et des pensées, et elle appartient à tel ou tel, je ne sais pas moi, milieu social, parce que ça, tout de suite, en fait, on a des réflexes, âme grande bourgeoise, ou au contraire, rebelle à fond, ou ah oui, ça c'est encore la bobo parisienne qui veut faire du quinoa, enfin, j'en sais rien. On a tous ça en tête, en fait. On a toutes des catégories évidentes. Il ne s'agit pas de s'interdire de les penser, en fait. Il s'agit de s'interdire, de réduire l'autre à ça, et de se dire, ah, il y a cette facette et il y en a plein d'autres. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la multitude des facettes de l'autre. C'est un jeu qui est sans fin. Si tu te dis qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il y a un trésor caché, et que, en fait, ce trésor, ce n'est pas genre juste une des facettes, mais c'est la multitude des facettes. Et c'est cette sensation que tu as d'avoir l'impression que c'est jamais fini de découvrir quelqu'un, en fait. C'est comme une personne, c'est une planète, quoi. C'est de loin, tu vois la Terre, tu as l'impression qu'elle est bleue. De près, non, tu as le Mexique, tu as Paris, tu as l'Afrique, tu vois, t'as des zones qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et puis en fait c'est vert, ou c'est bleu, ou c'est gris, ou c'est machin. Vous voyez? Et en gros, soit on décide de rester à ce niveau-là de distance et de se dire la planète elle est bleue, et puis c'est tout, vas-y que j'en range dans la catégorie de la planète bleue, soit on fait l'effort d'aller et de voir la profondeur, les paradoxes, les touches de différentes couleurs. Et je vous demande de faire ça en fait, les filles. Et de ne pas vous arrêter à le bleu que vous pouvez voir de prime abord. D'accord? Donc, attitude, ouverture, j'écoute, je ne juge pas. J'ai toutes ces notions qui viennent en tête en moi, je les détruis pas, enfin, je ne m'interdis pas ça, mais je ne m'arrête pas à ça et je ne range pas l'autre que là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va arriver à une communauté qui vraiment se rencontre. Donc, never take it personally. Comment? Oui, il dit ça? Je ne savais même pas, tu vois. Ah oui!
Ça, c'est encore un truc, genre si tu le lis comme ça, c'est gratuit, c'est impossible. C'est-à-dire, évidemment, évidemment qu'on prend les choses personnellement, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, parce que j'imagine que toutes les femmes passionnées, vous investissez, voilà, les choses comptent pour vous, quoi. Vous allez faire un projet, bien sûr que ça compte. Enfin, donc quand on vous fait une critique, bien sûr que ça nous touche. C'est évident que ça nous touche, en fait. C'est même un atout que ça nous touche. Ça montre qu'on est investi. Ça montre qu'on est là, qu'on est à l'écoute aussi de ce qu'on nous dit. D'accord? Donc, le Never Take It Personally, il est en 2 temps. Il est, j'ai mal. Ah, ça me touche. Je ne m'attendais pas à celle-là. Même si elle a pris toutes les précautions possibles, bon, ça, ok. Donc, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. C'est pas moi qui le critique. C'est-à-dire qu'elle vient de me faire un cadeau, en fait. Elle vient de me dire un truc qui va me servir. Soit elle est à côté de la flaque, ce qui peut être possible, franchement, mais c'est rarement le cas, en fait. Si ça m'a touché, c'est que ça fait écho à quelque chose, quelque part. Donc, je vais m'en servir de ce qu'elle m'a dit, et puis je vais voir, est-ce que finalement, elle m'a fait ce retour-là, mais parce qu'elle appartient aussi à cette cible-là, qui n'est peut-être pas celle que je vise. Et en fait, c'est intéressant d'avoir ce feedback. Voilà. Tournez le truc, transformez-le, servez-vous-en. Et ce qui est intéressant, c'est si ça fait mal, c'est un indice, en fait. Ne le bloquez pas, ne fermez pas le truc. C'est un indice, c'est un cadeau. On va le transformer, soit pour vous, vous vous dire, ok, il va falloir que j'apprenne à mieux prendre les choses. Parce que là, du coup, elle ne s'est pas sentie libre de me dire la suite. Alors, elle m'avait juste fait le début de son feedback, donc c'est dommage. Alors qu'en fait, souvent, les utilisateurs, ils vont vous donner une espèce de quasi to-do list, en fait, de tout ce qu'il y a à faire. Si vous les écoutez, si vous ne le prenez pas perso. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas gratuit, en fait. Donc, prenez conscience que c'est normal d'avoir mal. C'est normal que ça vous touche. Sinon, vous ne seriez pas sinon, vous ne seriez pas passionnante, en fait. Parce que vous êtes passionnante, passionnée. Et que forcément, ça touche. Mais on va apprendre à dépasser le truc. Et on y va. On va s'encourager. Là, on a besoin de s'encourager. C'est à ça que ça sert une communauté aussi. C'est de ne pas se laisser abattre au premier coup dur. OK? Donc, never take it personally, c'est un 2 temps. Règle numéro 5, les filles, hyper important. Vous pouvez être quelqu'un de super égoïste à l'extérieur de Gold Up. Vous pouvez être... On est tous un peu égoïstes parfois, d'accord? On a toute une facette égoïste, OK? On peut être très, individualiste, tout ce que vous voulez. Je m'en fous, en fait. Ici, à la maison, dans l'espace Gold Up, dans le Slack Gold Up, dans la communauté Gold Up, on applique cette règle ultra simple, qui est une règle d'or qu'on applique à The Family avec tous nos entrepreneurs, qui s'appelle le Pay It Forward. Le Pay It Forward, c'est quoi? C'est le principe que vous donnez avant de savoir comment vous allez recevoir. C'est pas naturel. Mais alors pas du tout. Tu vas dans n'importe quel milieu, n'importe quelle soirée, n'importe quel truc, porte fermée, machin truc, les codes, est-ce que qui t'a recommandé, pourquoi tu me parles, je t'envoie, ton email, tu auras une réponse peut-être dans 2 semaines. Voilà. Donc ça c'est la norme de ce qu'on peut voir. Okay. Ici, au sein de Gold Up, ça n'est pas le cas. Pay it forward, ça veut dire que tu ne sais pas encore comment ça va te revenir, mais si tu es toujours dans l'aide en fait, à l'autre, et que tu fais cet effort-là, tu as toujours forcément des choses à apporter à l'autre. Tu fais la démarche d'aider l'autre, ça reviendra. On est 50, on est 45 exactement, ou 46. Donc en fait, ça va revenir très rapidement. C'est comme des dominos. C'est-à-dire que tu commences à lancer quelque chose qui va dans le sens d'aider l'autre, et tout le monde, tout de suite, va s'entraider, et ça va créer un effet beaucoup plus fort que juste une aide à 2. Ça va décupler le bénéfice pour tout le monde. C'est un truc que je vérifie depuis 6 ans à The Family. C'est un des trucs qui m'a... En fait, c'est ça qui m'a fait vraiment tomber amoureuse du milieu tech, open source, etc. C'est qu'il y avait cet état d'esprit déjà de je partage le code. En fait, si j'ai codé quelque chose, vous savez, le principe de l'open source, je ne vais pas te faire réinventer la roue. Tu as transpirer dans ton coin, alors qu'en fait, tiens, utilise mon code, transforme-le et t'en feras quelque chose de bien. Donc c'est vraiment l'idée de on s'aide. On s'aide. Rendez-vous compte.
Rien qu'ici, le réseau de malades, en fait. Je sais que vous ne savez pas encore, parce que vous n'avez peut-être pas regardé le Who's Who, etc. Mais on a tout accès à qui on veut, si on veut bien s'aider, en fait. Ici, rien que dans ce groupe-là. Tu veux avoir des infos sur un labo cosmétologie, tu veux savoir tout sur le SEO, tu veux te démerder en Instagram hyper bien, tu as accès. C'est ici. D'accord? Donc ça veut dire simplement qu'on se met en mode j'aide. Il y a toujours un truc qu'on peut apporter à l'autre. Et c'est un jeu qui est vachement gratifiant aussi pour soi. Quand vous savez, quand on fait un cadeau, en fait, c'est à soi qu'on fait un cadeau. Quand on fait un cadeau à l'autre, parce qu'en fait, on kiffe le plaisir de l'autre et puis l'image qu'il a de nous aussi. Ben voilà. Pay it forward, règle d'or. Règle numéro 6. Clé numéro 6. Ne te compare pas aux autres, mais puise de l'inspi. C'est hyper intimidant de voir les stades d'évolution de certaines par rapport à soi, etc. Ça ne sert à rien de se dire « et moi, par rapport à elle, j'en suis là ». Ça, c'est vraiment, mais genre, c'est catastrophique en fait de penser comme ça. C'est handicapant. C'est ce qu'il y a de plus... vraiment à proscrire quoi, de cette comparaison. Alors c'est difficile parce que forcément en fait on est toujours amené à se comparer parce qu'on connaît ses failles intérieures et en fait l'autre ne les perçoit pas et toi tu perçois les qualités de l'autre en fait et tu n'as pas accès à ses failles intérieures donc voilà forcément ça fait un écart comme ça. Mais quand tu vas faire un tour dans la tête de quelqu'un quand tu le connais suffisamment et que tu te rends compte le gouffre, tu dis ouf. Ah, je me défais des gros films, en fait. Heureusement, je suis bien là où je suis. Mais bon, en fait, on n'est pas au courant de l'intériorité des gens et des failles qu'ils ont. Donc, ça ne sert à rien de se comparer avec l'image extérieure des gens. C'est contre-productif. On le fait beaucoup trop. C'est quelque chose qui te ralentit, en fait. Ce n'est que mauvais. Que mauvais. Donc ça, les filles, mort. Par contre, on puise de l'inspi. On n'hésite pas à se dire « Ah, bah, je vais faire comme lui ». Et là, c'est cette idée que je vous demande d'avoir, qui est de vous approprier les choses. Ici, c'est chez vous. Tout le monde peut s'aider. Appropriez-vous les choses. D'accord? Donc, plus de l'inspi, c'est bon. Ah, j'ai adoré comment elle a fait ses slides, je vais faire pareil. Copier, c'est bien. On n'est pas à l'école. Copier, c'est bien. C'est super bien. Ça, c'est très contre-productif. Alors... Les idées comptent moins que l'exécution, celle-là, je la passe vite parce que vous avez compris. OK? Je ne jugerai jamais une idée. N'ayez pas peur de pitcher votre idée. Une idée n'est jamais la même. En fait, même si elle est pitchée exactement pareil par deux personnes, elle ne ressemblera pas à la même chose au final. Instagram. Vous savez, c'était quoi l'idée de départ? Des photos. Plus précisément, c'était des designers fans de whisky. Et donc le truc s'appelait Bourbon. B-U-R ou B-O-U-R-B-N. Donc les gars, en San Francisco, ils s'amusaient à prendre en photo des beaux verres de whisky. Airbnb, au tout départ, c'est quoi? Matelas gonflable chez des personnes à San Francisco qui voulaient, parce que c'était beaucoup trop cher, aider les personnes qui venaient à San Francisco pour les paiements un petit déj en matelas gonflable. Exactement. Alors, je crois que c'était pas à San Francisco, c'est dans une autre, pendant South by Southwest ou une autre conférence aux États-Unis. C'est des mecs qui n'ont pas d'argent, qui voient que tous les hôtels de la ville sont bookés à mort parce qu'il y a une conférence qui ramène tout le monde. Du coup, ils se disent « Ah, bah attends, il y a un petit moyen de se faire du fric, on met le airbed et les gens vont nous payer. » En fait, l'idée, on s'en fout. Vous voyez bien, elle se transforme. Elle se transforme parce que vous, à un instant T, dans un certain contexte, avec certains clients, vous allez apprendre des trucs. Et ça va donner, ça va façonner en fait votre boîte. Tu peux faire un réseau social, il ne ressemblera jamais à ce qui existe à Facebook, à machin, à TikTok. Ça ne ressemblera pas parce que tu le feras différemment du fait du contexte et du fait de toi en fait. Du fait de tout. Donc les idées, je m'en fous. Vous me dites c'est bien, Alice,
Teste, en fait. Teste. Il n'y a que ça de vrai. Je ne jugerai jamais une idée. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu as testé. Tu as essayé de le vendre là, à la boulangère en face, à l'arrêt de bus, tu as essayé. Tu l'as pitché à la grand-mère. Je veux savoir qu'est-ce que tu en as fait en fait de cette idée. Est-ce que tu l'as concrétisée? La seule chose qui m'intéresse, c'est comment tu le transformes. Et se dire qu'au début, ce sera cracra et ce sera OK, et qu'en fait, ce sera de moins en moins cracra. Et qu'on va apprendre plein de trucs, et être à l'aise avec le cracra. Et être à l'aise avec le fait d'être prise illégitime, qui dérange. Il y a un truc que je trouve super formateur, c'est les relous là, dans la rue qui te disent « Excusez-moi, vous auriez 2 minutes, je pourrais vous faire une enquête. » Les pauvres. Mais c'est génial, c'est un super apprentissage en fait, parce que du coup, ils se prennent 1000 vents dans la journée. Personne ne s'arrête. Donc, clé numéro 8, fais chacun de tes choix en fonction de tes valeurs et de l'alignement d'intérêts. Donc, ça veut dire que je ne vais pas vous dire la méthodologie pour un bon client, c'est ça, la méthodologie pour un bon fondateur associé, c'est ça. Non, il n'y a pas de règle, de principe en fait. Ce qui compte quand tu fais des choix, parce que l'entrepreneuriat, ça n'est que ça, c'est faire des choix, faire des tests, regarder les résultats, se dire qu'est-ce que j'en conclus, je continue ou j'arrête de tester ça. Est-ce que c'est cette cible-là dans laquelle il faut que je persévère? Est-ce que qu'est-ce que ce test m'a appris? Et est-ce que je continue à droite ou à gauche? Voilà. Et en fait, tous les choix que vous prenez sont en fonction, évidemment, de la confrontation à la réalité. Donc, pas d'anticipation et de je me fais mes films toute seule dans ma tête. Non. Je confronte à la réalité. Qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Sur des vrais échantillons, plus larges possible. Mais quand il y a des moments où on est toujours face à des choix à faire, les seules choses qui comptent, c'est quelles sont mes valeurs. Est-ce que, souvent pour un associé, souvent pour un partenariat, souvent pour des choix comme ça, on ne peut pas tester vraiment en fait. Et on doit s'écouter. C'est quelles sont mes valeurs. Donc posez-vous ces questions de, moi, les valeurs qui comptent, si je m'associe, les valeurs qui comptent, en fait, seront les mêmes. Hein. Si je vais me mettre avec tel ou tel partenaire, ou si je vais prendre tel ou tel employé. Voilà, il y en a 3 qui comptent énormément, qui sont différenciantes. Ce n'est pas les valeurs auxquelles tout le monde adhérerait, c'est vraiment mon triptyque à moi, il y en a 3. Et à chaque fois que je prends une décision, je la passe au crible de ce triptyque. Est-ce que ces valeurs sont respectées? Oui, non. Ça, ce sont les vôtres, ces valeurs-là. Elles sont hyper différenciantes, elles vous définissent. Et l'alignement d'intérêts. C'est-à-dire, est-ce qu'en faisant un partenariat avec telle ou telle personne, on est dans un truc où nos intérêts sont alignés? Exemple. Je vais aller participer à ce concours de pitch. Le journaliste me tanne pour remplir un dossier incroyablement long, pour lui inventer que je suis innovant à tous les niveaux, etc., etc. Donc ça me fait perdre du temps. Il a 1000 startups en lice dans son concours. Et finalement, lui, ses intérêts, moi, que je participe ou pas, il s'en fout, il en a 900 autres, enfin 990 autres. Moi, le temps que je vais y perdre, c'est énorme. Il n'y a pas d'alignement d'intérêt ici. Un autre sujet, en France, alors quand on parlait de toxicité au départ, pourquoi on a monté de famille, etc., c'était que profondément, il y avait un désalignement d'intérêt permanent dans les structures d'accompagnement des entreprises. Tu avais toujours le gouvernement, de près ou de loin. Toujours. Mais qu'est-ce que la mairie de Paris, en fait, elle s'en fout de ton business? C'est cool, c'est pour leur communication. Ils n'ont pas les intérêts au même endroit que toi. Toi, tes intérêts, c'est la survie. Eux, est-ce que ça fera cool dans les journaux? Tu vois, le désalignement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour eux. Ce n'est pas au même niveau d'intérêt que toi. Ne t'allie qu'avec des gens dont c'est essentiel, au même niveau que pour toi. Donc, ça te fera choisir, est-ce que je vais faire cet appel d'offres pour ce grand groupe alors que je suis en tout petit démarrage et que je vais tout investir et là, eux, ils s'en foutent, ils ne jouent pas leur peau, quoi. Donc, hyper important de chercher l'alignement d'intérêt. L'alignement d'intérêt, ça veut dire si je gagne, tu gagnes. Vraiment, au même endroit, quoi, au même niveau. Les choix, du coup, c'est 2 choses. C'est mes valeurs et est-ce qu'il y a l'alignement d'intérêt.
Ok, clé numéro 9, attention au chant des sirènes. Essayer de plaire est un piège. Réussir, c'est déranger. Bon, c'est un piège à meufs aussi, particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de meufs dans l'entrepreneuriat et que donc, du coup, les micros se tendent. Vous voulez de la com, de la pub, des journalistes qui parlent de vous, les meufs, il n'y a pas de souci. Le nombre de scams qui passent tranquillou-pilou dans la presse, le nombre de trucs, on sait que c'est bidon, mais c'est juste du pitch et de l'incarnation. Il n'y a aucun problème, on saura le faire. C'est pas ça qui compte et c'est pas ça qui ramène du client. Vraiment. Ne perdez pas votre temps. Après, il faut être intelligent. Il y a des trucs, c'est pas une règle de principe, genre ne faites pas de médias, ne faites pas de concours de pitch, ne faites pas de... On parlait de Veuve Clicquot, c'était incroyable. Je veux dire, Pourtant, c'était pas très relayé par rapport à nous. Non, mais tu avais Venus Williams, tu avais des meufs de ouf. Moi, j'ai rencontré plein de nanas à ce moment-là avec qui je suis restée en contact. C'est qualitatif. À toi de savoir juger ce qui va te servir ou pas. Mais globalement, tu vas être amené, si tu es une femme qui entreprend, à avoir facilement des articles sur toi. C'est à toi de l'utiliser. Ne subis pas le truc en mode « je ne peux pas dire non parce que tu comprends, c'est de la presse ». C'est toi qui fais ta to-do list, ce n'est pas eux qui te la font. C'est toi qui décides quand est-ce que c'est nécessaire ou pas. Et moi, ce que je vois, c'est des meufs tomber dans ce piège. Parce que du coup, elles passent leur temps dans les conférences, elles passent leur temps à raconter leur life, elles n'ont plus rien à dire parce qu'elles sont plus sur le terrain, et leur boîte, elle part en live. Et il ne se passe plus rien. Vraiment. Il vaut mieux passer 2 jours entourés de ses clients, d'avoir leur feedback utilisateur, plutôt que d'aller faire même BFM Télé, quoi. Qu'est-ce que BFM Télé a jamais ramené comme client pour une start-up? Alors, ils sont cool et parfois on en a besoin, ok? Je dis pas, ça rassure d'avoir des logos sur un site qui dit c'est bon, on a été validé par les superstructures ou par les organismes qu'on connaît. Enfin voilà, ça fait écho pour le grand public. On s'en fout du grand public au stade où on en est. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner une guerre. Et une guerre, ça se gagne bataille après bataille. Et une bataille gagnée, c'est une cible conquise. Une cible, c'est un micro-écosystème. Ici, on a déjà une niche. Les meufs à Paris qui veulent entreprendre. On peut l'atteindre, cette cible, facilement en fait. Tu crées un noyau dur de 100 personnes qui vont être méga fans de ton produit, tu as déjà fait beaucoup plus qu'un article dans Elle. Vraiment les filles. Donc, attention, encore une fois, syndrome première de la classe. J'ai eu 20 sur 20, regarde. On s'en fout en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont graves avec toi à la récré? Tu vois, genre, c'est ça qu'on veut. Et forcément, réussir, c'est déranger. Bon, je ne vous demanderai pas de vous faire détester absolument. Mais quelque part, quand on arrive avec sa différence, quand on plaît énormément à cette communauté de femmes ou de fans, il y a une réciproque qui est vraie, quoi. C'est-à-dire qu'on déplaît à d'autres. C'est normal. Acceptez-le, on s'en fout. Acceptez-le, au contraire, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est pas plus il y a de gens qui me détestent, plus je suis sur la bonne voie. C'est plus il y a de gens qui sont fans et qui ont kiffé par mon produit. Forcément, il y aura aussi des gens qui sont anti ce que je fais. Et c'est fine, c'est cool, c'est OK. Dire que l'écosystème français est toxique, dire que c'est relou qu'il y ait tout le temps un mec de la région Île-de-France ou la mairie de Paris dans un incubateur de start-up, bon, ça ne nous a pas fait que des amis. Forcément. Là où tu vibres, tu mets de l'intensité. Il y a des choses qui make no sense d'un point de vue business. Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, ça n'est pas viable sur le long terme. Ce que tu fais là, mais vraiment, bon, je ne vois pas le business model. Par contre, tu as l'air de t'éclater, tu as l'air tellement d'y prendre du plaisir, tu as l'air d'être tellement à fond dans qui t'es, que c'est hyper important de le garder et de le faire à fond.